Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et je me retrouve aujourd'hui avec Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Bonjour. Visite de la ferme. C'est ce que j'ai compris. On va faire un petit tour de la ferme, on va discuter évidemment beaucoup du rapport que vous avez avec le Shift Project. Moi j'ai rien fait, moi c'est les autres qui bossent au Shift Project. Le président président ne fait rien. D'accord, ok. Donc t'as regardé en fait. Voilà. T'as regardé les autres bosser. Et donc on va discuter, on va faire le tour de la ferme et on va commencer par aller voir les robots de traite. T'as déjà vu des robots de traite? Non. Eh ben écoute, ça va être la découverte des robots de traite, on y va maintenant. Les robots de traite, j'en ai deux. J'ai deux robots de traite. Ça, c'est, on va dire, c'est les dernières générations de robots de traite. Polyculture élevage Grand Ouest, très très classique quoi. Voilà. Donc là, les vaches rentrent quand elles veulent. D'accord. Ça tourne 24 sur 24. Voilà. Même la nuit, ça traite. C'est vraiment un box avec un bras robotisé. Et la vache vient se faire traire quand elle en a envie en fait quoi. Et la raison pour laquelle elle vient se faire traire, c'est quoi? C'est parce qu'on lui donne à bouffer en même temps? Voilà, parce que ça lui il fait y a mal deux aux choses. mamelles et Ça la soulage. Ouais. Voilà, de perdre genre 10 kg de lait, ça va la soulager forcément. Il y a des granulés dedans. Donc le colza et la VL, qui est VL mélange céréales et maïs. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe? Tu les conduis une première fois ou 4 fois pour qu'elles comprennent et ensuite elles rentrent toutes seules? Ouais, exactement. Alors en général, les genisses, donc les premières lactations, il faut les pousser pendant une semaine, 15 jours, matin et soir. Alors, il y en a qui comprennent au bout de 2 jours, il y en a qui comprennent au bout de 15 jours. Et les vaches, quand c'est en deuxième lactation, généralement, elles vèlent, on les met dedans, elles ont l'habitude. Là, il y en a une qui est rentrée toute seule. Hein. Là, il nettoie. Voilà. Là, il brosse la mamelle. Et une fois que ça va être propre, le laser va scanner la mamelle. Il va la brancher et il va la traire. Donc voilà. Tac. Là, ça scanne la mamelle. Voilà. Et sur les vaches qui ont les pieds un peu de travers, qui ont 5 pieds, etc. Honnêtement, ça trouve tout. D'accord. Ça trouve vraiment tout. Ouais. Alors les robots que j'avais avant, ceux qui étaient de 1999, les premiers robots, là vraiment, ils avaient un peu de mal parfois quand des vaches qui étaient vraiment mal faites, on va dire, au niveau de la mamelle. Et il avait un peu de mal à les trouver parfois, quoi. D'accord. Donc ça les mettait en échec. Et après, il fallait aller les chercher pour les repasser. Et ça vaut combien, tout comme ça? Et donc un seul vaut à peu près autour des 125 000 €. D'accord. Et ceux-là, ils sont juste pour toi ou ils sont mutualisés avec d'autres Ah non, ceux-là, ils sont juste à moi. D'accord. Les robots de traite sont toujours juste dans un élevage, c'est jamais mutualisé. D'accord. Voilà. Parce que ça traite les vaches, donc c'est en poste fixe. Et donc c'est toujours pour un troupeau. En gros, un robot de traite, aujourd'hui, traite à peu près 70-75 vaches. Et les premiers robots de traite, on disait 60-65 vaches. Voilà. C'était leur capacité maximum. Alors, plus les vaches sont performantes, plus elles se traient vite, plus elles font de lait, plus elles peuvent en traire. Et puis après, ça dépend des races aussi, quoi. Voilà. Donc et là, ton lait, il est collecté par qui? Et là, c'est Belle. D'accord. Donc l'usine est à Sablé. Il y a une grosse usine à Sablé et à Évron, donc à 25 km dans le sud, de fromage, à Bibel. Vache qui rit, boucheron, voilà, ça sert à ça quoi. Là c'est Shannon, c'est la 2169. Il estime que par quartier elle fait à peu près 1,6 kg, alors avant gauche, arrière droit, avant droit. On est à peu près à une estimation de 1,6 kg, 1,8 kg, 2,9 kg, 1,2 kg par quartier, enfin sur les quartiers. Elle devrait faire logiquement 15,3 kg. Pour l'instant, elle est à 8 kg, tu vois, ça va en montant quoi. Et quand c'est une vache qui est sous traitement, qui est en médicament, donc en séparation, là il y a un lavage lessive. D'accord. Voilà. Et le lait des vaches sous traitement, il est jeté ou on en fait quand même quelque chose? Non, il est jeté. D'accord. Ouais. Donc là c'est vraiment, quand on dit le cœur de la ferme, c'est ici quoi. C'est là qu'on passe une bonne partie de la journée, mais ma salariée, quand elle est là, c'est vraiment nettoyage, c'est toujours très propre. Et puis, toujours vérifier que les vaches passent bien, qu'elles sont en bonne santé, que les veaux aient à boire et tout ça. D'accord. Voilà pour les robots. On continue? Allez, on continue. On va ressortir par là. C'est ici que je stocke tout le lait des vaches, quoi. Donc le laitier passe une fois tous les 2 jours. Et là, on est sur des tanks nouvelle génération. Une fois tous les 2 jours, mais il collecte combien de lait quand il passe? Eh ben à peu près, là en ce moment, il va être autour des 7000 litres. D'accord. Voilà. 7000 litres tous les 2 jours quoi. Donc là on est sur les tanks nouvelle génération, ce qu'on appelle les tanks OptiCool. Donc on a un récupérateur d'eau, enfin un récupérateur de chaleur pour faire de l'eau chaude. Et on a des ventilateurs qui tournent en fonction du besoin. Les premiers tanks, ou le tank que j'avais avant, il y avait 2 ventilateurs aussi. Et ils tournaient 1 sur 2, mais toujours de la même façon quoi. Parce que là c'est des tanks, c'est des ventilateurs qui tournent en fonction du besoin. D'accord. Donc on consomme
logiquement. Oui, puis quand il fait la température d'aujourd'hui, j'imagine que ça ne consomme pas beaucoup. Voilà, exactement. Donc j'ai ça et j'ai aussi un pré-refroidisseur qu'on n'a pas vu dans la laiterie. D'accord. Le lait passe dans un pré-refroidisseur. Tu sais ce que c'est un pré-refroidisseur à lait ou pas? Bah, j'imagine que c'est un truc pour pré-refroidir le lait. Exactement. Voilà, c'est un serpentin. Il y a le lait qui passe à l'intérieur du serpentin, l'eau à l'extérieur. Ouais. Et ça fait un pré-refroidissement du lait, quoi, en fait. Quoi. Donc c'est vrai, on économise aussi de l'énergie par ce point-là. Et l'eau qui sert à refroidir le lait va dans les abreuvoirs. Parce que les vaches boivent beaucoup plus de l'eau à température ambiante que de l'eau trop froide. Elles préfèrent boire de l'eau à température ambiante, les vaches. D'accord. Même légèrement un peu tiède, quoi. Donc ça, c'est pratique. On continue par là. Les veaux femelles restent 15 jours en niche. Ouais. Et après vont en casse collective. Et les mâles partent à 15 jours. Elles sont au lait entier, donc au lait de vache à 15 jours. Et après, elles viennent ici. Donc là, les veaux, donc collier, boucle et dalle, distributeur automatique de lait. On peut aller voir là. Il y a de la poudre dedans, là. De la poudre de lait, quoi, là-dedans. Ah d'accord, donc c'est plus le lait de l'exploitation. Non, là on part sur du lait en poudre maintenant. Et c'est quoi l'intérêt? Le gain de temps. Et elles boivent toutes seules. Et quoi, l'idée c'est même que la machine à café, c'est-à-dire le truc est distribué à la demande. Enfin, exactement. La poudre est remélangée à la demande. Voilà, tu vois, t'as un mixeur là. Ouais. T'as un mixeur. Et la poudre de lait tombe, l'eau tombe, ça mixe, il y a un tuyau et ça va à la tétine. D'accord. Et quand le veau a soif, il rentre dans la case là, la boucle est captée et ça lui fait son lait. D'accord. Et puis surtout, là, ils sont avec les congénères, ils se baladent comme ils veulent, ils sont ensemble, ils boivent comme ils veulent, donc c'est des veaux qui sont... Enfin, elles en fait. Elles, pardon, oui, parce que je dis elles, ouais. Mais elles, ouais, elles boivent quand elles veulent, quoi. Et c'est des vaches que tu vas garder ensuite ou... Ouais, ça sera c'est que pour le renouvellement, ouais. D'accord. Ouais. Donc les veaux, là-bas, les niches, après ça passe là, au distributeur automatique de lait. Et après, on va arriver dans le bâtiment, ce que j'appelle le bâtiment des génisses. Et là, voilà, là ça commence les petites à gauche et les plus grosses à droite. Bonjour. Donc Brian, qui est salarié ici. Jean-Marc. Donc les petites, voilà, les petites sont au bout. Après, en fonction de l'âge, ça avance. Et je les passe de l'autre côté pour être inséminées. D'accord. Voilà. Donc là, celles-là, elles ont un collier. Et ça détecte les mouvements, en fait. Pourquoi faire? Pour les chaleurs, pour voir les chaleurs. Ah, d'accord. Parce que c'est compliqué d'être tout le temps dans le bâtiment H24 pour surveiller qu'elles soient bien en chaleur. Donc les colliers, quand une vache ou une génisse là est en chaleur, automatiquement elle bouge plus. Et donc elle a des pics d'activité. Et donc moi, quand il y a un pic d'activité, j'ai une alarme sur mon téléphone et sur l'ordinateur et qui me dit voilà, là, la 3005 par exemple, elle a eu un pic d'activité, elle est bonne à inséminer, quoi. D'accord. Voilà. Et là, dans leur alimentation, là, il y a le... Alors là, alimentation, on va être, pour les deux l'autre petites là, on va être sur du maïs foin. D'accord. Et un peu de colza. Et du minéral, voilà. Les autres, les un peu plus grosses, on va être sur du... Ce que tu appelles minéral, c'est quoi? Phosphore, calcium, magnésium. D'accord, ok. Voilà, un minéral basique. Pour les génisses, c'est un minéral basique. Et après, donc là, voilà, quand elles sont jeunes, et au dalles là-bas, qu'on a vu d'abord, elles ont la même ration que ça. Donc maïs foin, colza. Et après, les plus grosses vont aussi avoir du raies gras. D'accord. Donc de l'herbe, de l'ensilage d'herbe. Pâturage, celles qui sont pas encore à l'insémination et qui sont sevrées, donc autour des 6 mois, elles vont y aller quelques mois l'été, quoi. Voilà. Et donc j'ai compris que maïs foin, ça venait essentiellement de chez toi? Oui, tous les fourrages sont produits ici. Et le raies gras aussi? Le raies gras aussi, ouais. Aussi des prairies de fauche? Ouais, alors il y a plusieurs. Soit j'ensile la prairie qui est là. Ouais. Ou soit c'est de ce que je sème après le maïs. Après les maïs, je sème mon raies gras et mon trèfle. C'est un mélange raies gras trèfle. Ah oui, donc tu fais 2 cultures dans l'année et... Ouais, ça permet le raies gras trèfle permet de faire un couvert d'hiver déjà. D'accord. Je le sème, voilà, là je les semais alors soit on le sème juste après les céréales, genre août à peu près. Ouais. Ou soit on le sème juste après les maïs. D'accord. Donc là en ce moment, là, parce qu'on a fait les maïs tard cette année, mais sinon au mois de septembre, quoi, en gros. Et puis on le récolte. Si celui qu'on a semé au mois d'août, ça pousse bien et ça porte bien, on peut faire une première coupe fin d'année. Enfin là en ce moment, mais bon là c'est compliqué depuis 2 ans. Et sinon c'est au printemps, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça pousse l'hiver et puis on le récolte au printemps. On en fait une coupe. Et si tu le coupes en fin d'automne, du coup les sols restent nus l'hiver ou tu remets encore autre chose? Non, comme je le coupe, le sol va rester pas nu parce que... avec une petite paille, enfin... Voilà, ouais. Il va rester ça repousse très vite l'herbe. Même l'hiver ça pousse. Ici on a des climats qui permettent d'avoir de la pousse l'hiver. Et donc du coup, même fauché, ça va pas rester nu parce qu'il va y avoir une pousse derrière, quoi. On est en non-labour. Donc ça, à la limite, avec Marc, on pourra en reparler un peu plus avec Marc.
Nous, ça fait plus de 20 ans que la charrue, elle est sous les ronces. Et du coup, pourquoi est-ce que le tracteur est aussi gros? Alors le tracteur est aussi gros parce que justement, on est en non-labour. Ouais. Donc on a du matériel de semis plus gros. D'accord. Puis avec le temps, le matériel grossit tout le temps. C'est rare qu'on ait du matériel qui rétrécisse avec le temps. Et donc, oui, après, comme disait Coluche, il suffirait de pas l'acheter si c'est pas utile, quoi. Oui, non, mais si on l'achète parce que c'est utile. Sinon, on l'achèterait pas. Mais en fait, mon père, dans les années, j'allais dire fin 90, on labourait toutes les parcelles avant de semer les maïs, après une céréale, ou enfin peu importe, on labourait les parcelles avant de semer une autre culture. Et puis, mon père a arrêté le labour, voilà. Et puis, par contre, il a acheté un rot à labour. Donc c'est un outil qui se met derrière le tracteur, mais en fait ça tourne quoi. Et donc on va gratter juste le dessus du sol quoi. Au lieu de retourner genre 25-30 cm, on va juste travailler 5-10 cm du sol quoi. Et puis après derrière ça, devant ça, il mettait quand même un décompacteur. Donc 4 grosses dents qui descendent assez profond, mais juste pour aérer le sol. Je comprends, oui. Ouais. Et après derrière le semoir. Okay. Donc on déchaumait, on passait la charrue, on passait un outil pour niveler un peu le dessus, et après on se met. Parce que maintenant on passe quasiment tout avec le même outil. D'accord. Il y a un seul passage. Ouais, voilà. Ouais. Oui, d'accord. Et c'est parce qu'il y a un seul passage et 3 outils sur le tracteur qu'on est obligé d'avoir un gros tracteur. Voilà, exactement. Pour faire simple, hein, parce que si on met du fumier, on va quand même donner un coup de déchaumeur avant, voilà quoi. D'accord. Alors là, c'est un peu, faites attention, on a fait le maïs humide, donc du maïs d'ici, qu'on a battu. Et qu'on a... battu, c'est-à-dire on a battu le maïs, c'est-à-dire qu'on a récupéré que le grain en fait quoi. Ah ok. Ouais. En silage, on récupère tout. D'accord. On récupère toute la feuille, le grain et tout. Et quand on fait maïs humide, on récupère que le grain et on en fait de la farine. Et c'est quoi l'intérêt? Parce que moi j'ai toujours compris que le maïs fourrage, l'intérêt c'était de récupérer toute la plante. Ouais, et le maïs humide, c'est pour équilibrer ta ration et avoir, on va dire, une source d'énergie pas trop chère, pas de chez toi en gros. D'accord. Suffit que le maïs, comme cette année, on a récolté dans des conditions très compliquées. Donc il a fallu qu'on récolte plus tôt que d'habitude. Donc un amidon, on va dire, moins digestible, voilà, pour faire simple. Et donc là, moi avec mon maïs humide, je vais pouvoir ramener... Ok, de l'amidon en plus quoi. Voilà, voilà. Parce qu'ils sont très pauvres en amidon et je le vois bien, moi j'ai été du coup, obligé... c'est la même plante, c'est le même maïs fourrage qui sert à faire le maïs. C'est le même, ouais. Mais juste tu gardes pas la tige, les feuilles et... Voilà, exactement. Moi en fait, je fais mon plan... Et t'en fais quoi? De mon maïs humide? Non, tige, feuilles, etc. Ça reste dans le champ. D'accord. Ça reste dans le champ pour nourrir, ça nourrit le sol, hein, je laisse. Ça permet de faire un couvert. D'accord. Quand on a un maïs battu, on n'est pas obligé de semer un couvert. D'accord. Vu qu'on laisse les fans de la feuille, la tige et tout. C'est ça qui couvre le sol, ouais. Voilà, exactement. Ça fait un gros couvert sur le sol. D'accord. Non, la parcelle elle est là-bas ou sinon elle est là-bas. On pourra aller les voir, il n'y a pas de souci. Les silos, maïs en silage, herbe. Ah, t'appelles ça des silos, toi? Ouais. Tu appelles ça comment, toi? J'appelle ça un tas. Un tas avec une bâche. Oui, mais nous, on est civilisés. Donc, on appelle ça des silos. Bah ouais, moi, dans mon esprit, un silo, c'est un cylindre en béton. Ouais, oui. Les silos, oui, c'est les cylindres et ce qu'on appelle, on appelle ça des silos couloirs. Voilà. D'accord. 2 murs, le fourrage au milieu. D'accord. On appelle ça des silos couloirs. Et, voilà. Et ça résiste suffisamment bien à l'humidité, ça? On récolte le maïs ou l'herbe. On hache, c'est haché avec l'ensileuse, c'est stocké là. Moi, je suis avec mon tracteur ou mon télescopique, je passe dessus tout le temps pour bien tasser. Et une fois que c'est fait, j'ai une bâche sur les murs. D'accord. Avant de commencer l'ensilage, on met une bâche sur les murs, sur chaque mur. Et une fois que c'est bien rempli, bien tassé, on referme la bâche et on en remet une dessus. Voilà. D'accord. On remet une bâche partout dessus. L'intérêt, c'est de faire boîte de conserve un peu quoi. D'accord. Ça fermente. Et que ça soit plus digestible pour les vaches. C'est quoi l'intérêt que ça fermente? Que ce soit plus digestible pour les vaches. D'accord. Voilà, mieux digestible. Et dans la viande des vaches de réforme, oui. Aujourd'hui, globalement, tout reste en France, où il y a aussi un système d'import-export avec... parce que j'avais entendu une fois qu'en France, on ne mangeait pas assez de bas morceaux et trop de steak. Ouais. Mais en France, on mange... oui, on mange de plus en plus de steak haché. C'est la viande qu'on consomme le plus. Oui, alors ça, j'imagine qu'on peut n'importe quelle bestiole fait l'affaire. McDonald's, ils sont très heureux avec moi parce qu'ils ont un steak haché. C'est un de tes clients? Alors non, moi je vends à un marchand de bestiaux. Et après lui, il revend derrière à qui il veut. Je regarde pas. Hein. Moi, mes vaches, il me les prend, elles partent, elles vont à l'abattoir. Alors souvent, c'est l'abattoir de Sablé parce qu'on a un gros abattoir à Sablé sur Sarthe, à 25 km d'ici. Donc nous, les marchands de bestiaux, il n'y a aucun souci. Nous, les vaches, elles partent. Tout devient du steak haché ou on récupère quand même où elles ont tellement peu de fesses qu'on... Alors la bonne question, elles partent à l'abattoir. On fait pas de rumsteak et on fait pas de beefsteak, d'accord. Honnêtement, je vais pas te mentir, elles partent à l'abattoir et je sais pas à quoi ça... Ça t'intéresse pas? Tu ne veux pas savoir ce que deviennent tes vaches chez toi? Non. C'est pas sympa pour elles. Ouais, non, alors je les adore quand elles sont là, mais quand elles sont plus là,
je vais être très... une fois qu'elles sont plus là... Ça ne t'intéresse pas de savoir si, comme dans Dick Henneck, elles deviennent du scrotum ou autre chose, non, ou du pot-au-feu, non, ça t'intéresse pas? Non, honnêtement. Ben non, tu vois. D'accord. Non, c'est vraiment... Tu devrais? Non, ça ne sais rien. Enfin, je m'occupe peut-être de ce qui me regarde. Non, mais c'est une bonne question. J'ai d'autres choses à en penser. D'accord. Voilà. J'ai beaucoup de choses de plus, entre guillemets, pas plus importantes, mais voilà. Mais tu vois, par curiosité, comme ça. Par curiosité, je sais qu'elles partent à l'abattoir. Globalement, elles finissent en steak haché, ça c'est sûr. Après, s'ils en font d'autres morceaux, peut-être, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais globalement, non, globalement, c'est plutôt du steak haché. Voilà. La Primostein, après du steak, hein, elle peut faire des très bons steaks aussi. Hein. Mais j'aime mes animaux dans le sens où j'en prends soin, mais je veux qu'elles soient rentables, tu vois. Oui, bien sûr. Il y a ce côté-là, ce qui est logique, on bosse pas gratos, quoi. C'est normal, oui. Donc il y a cet aspect-là, mais à la fin, oui, ça finira toujours en steak haché, ça finira toujours en viande à la fin, quoi. C'est évident, quoi. Mais après, ça dépend des races, hein. Comme tu dis, moi j'ai un copain qui travaille en Montbéliard, par exemple. Parce qu'il aime bien aussi la finition, la viande et tout. Et puis il fait de la vente directe de la viande de ses vaches laitières. C'est des races plus mixtes déjà. Hein, exactement. Montbéliard. Ouais. Alors la Montbéliard, oui c'est mixte, hein, la Montbéliard. Mais c'est moins... du coup c'est moins productif en lait, mais tu as plus de viande à la fin. Voilà, exactement. Et par an, elles font combien de lait alors là, une vache chez moi à l'année fait entre 9005 et 10 000 litres de lait par an. Voilà. C'est un niveau correct, c'est pas exceptionnel, mais ça reste un bon niveau. Moi, voilà, je cherche pas la performance. Bah, c'est déjà beaucoup, hein. Oui, non, mais c'est très bien. Il y en a qui font 12-13 000, hein. Il y en a qui sont vraiment très poussés, il y en a qui font 6-7 000, voilà, mais en moyenne, je vais être à 9 500. L'année dernière, j'étais à 9 500. D'accord. Là, il y a 2 ans, j'étais à 10 000. Ça va dépendre aussi beaucoup des maïs qu'on va récolter. Parce que c'est ça qui fait. En fait, moi, le maïs, c'est la base de ma ration pour les vaches laitières. D'accord. Voilà. En brut, je suis à 30 kg de maïs, donc elle va manger à peu près 30 kg de maïs. 10 d'herbe, 2 de luzerne, je fais de la luzerne aussi. Et puis après, on va être à 2 kg de colza. Parcours est libre entre là et le robot de traite. Exactement. C'est ça l'idée. Hein. Voilà, tout le bâtiment là, tu vois, tout le bâtiment qu'on voit avec les solaires, celui qui a été rallongé, et tout ce bâtiment là, c'est le même bâtiment. Enfin, c'est le même bâtiment. Elles ont accès à tout. Et la sortie pâture est au bout là. D'accord. Et après, elles filent dans la pâture qui est juste là. Et la pâture, elles y vont quoi, l'été? Elles y vont l'été, voilà. D'accord. Ouais. Bah, printemps, quand ça... Je fais d'abord la coupe au printemps, que je stocke dans mes silos. Ouais. Et après, j'attends quelques semaines que ça repousse un peu, et après elles montent dedans. D'accord, voilà. Donc en fait, entre le printemps et le début de l'automne, elles sont dehors? C'est ça, c'est ça. Ouais, voilà, ça fait, on va dire, allez, mars, avril, on va dire avril, fin avril, jusqu'à septembre, si ça porte bien, septembre, octobre, quoi. Voilà, si ça porte bien, quoi. Sachant que, pour la petite histoire, mon grand-père a rentré les vaches en 76. Mon grand-père a dit je ne sors plus les vaches en 1976. Grosse sécheresse, plus rien à bouffer pour les vaches. Et donc il a décidé de faire du maïs. Parce qu'on a des sols limo-argileux, donc le maïs pousse pas trop mal ici. Voilà. Et puis c'était vraiment le début des années maïs, 70-60, c'est vraiment le boom du maïs dans la région. Et donc il s'est dit voilà, j'arrête de les faire sortir, je les laisse en bâtiment et je sécurise mon fourrage pour l'année en faisant de l'ensilage de maïs. Et là, donc la raison initiale, c'était de la sécurité alimentaire. Exactement. D'accord. Voilà. Il s'est dit, je les sors plus. Il sortait beaucoup plus de matière sèche de fourrage à l'hectare avec du maïs qu'avec de l'herbe en fait. D'accord. Donc voilà. Donc comme ça, il avait besoin un peu moins de surface. Donc il pouvait faire des céréales sur les autres surfaces pour vendre du grain, voilà, et avoir de la paille. Et il sécurisait son fourrage pour l'année en faisant des silos de maïs, ensilage de maïs, quoi. Donc mon grand-père a lancé ça en 76. Mon père est arrivé juste après à ce moment-là. Il a continué comme ça. Et moi, il y a 4 ans maintenant, donc j'avais des animaux qui ne sortaient jamais. Voilà. Donc c'était dans le bâtiment toute l'année et elles ne sortaient pas et on leur ramenait la ration à l'auge tous les jours. Et il y a 4 ans, la laiterie a dit nouveau cahier des charges, pâturage obligatoire et alimentation non OGM. Voilà, avec Belle. Et donc, il a fallu faire ressortir les vaches, chose que j'avais jamais fait et que mon père avait jamais fait non plus. Et donc, j'ai refait une pâture derrière, voilà, juste cette pâture-là, en respectant le cahier des charges au minimum. C'est-à-dire qu'il me faut mes 4 hectares pour mes vaches. Voilà. C'est pas beaucoup, 4 hectares? Non. Donc, c'est plus. Parce qu'il y a combien de vaches ici? Là, il y en a 130 à la traite en ce moment. D'accord. Voilà. Alors, je suis en augmentation. Voilà, depuis 2 ans et demi, 3 ans, je fais beaucoup plus de lait. Je me suis associé avec un autre éleveur pour faire plus de lait ici. Voilà.
On a des contrats avec Bell, on a un contrat. Et moi, j'avais un contrat d'à peu près 680 000 litres de lait à l'année. Si je faisais plus, j'étais pénalisé. Si je faisais moins, Enfin, moi, on est rarement pénalisé, mais bon, voilà. C'est surtout si on fait plus, on est pénalisé. Voilà. Pourquoi on est pénalisé si on fait plus? Parce que la laiterie a une capacité de production en fonction du nombre de contrats totaux qu'elle a avec tous les éleveurs de la région, on va dire. Et donc, si tous les éleveurs font beaucoup plus... Ah, ils ne te l'achètent pas, juste? Ils l'achètent, mais beaucoup moins cher. 2 ou 3 fois moins cher. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Moi, j'avais mon contrat de 750 000 litres, 700 000 litres de lait à peine. Mais je voulais faire plus de lait. Voilà. Je voulais développer la ferme. Mais pourquoi? Pour gagner plus d'argent. Ah, et alors si on te dit tu fais pas plus de lait mais on te le paye plus cher, c'est un exercice de pensée parce que je sais très bien que c'est plus compliqué que ça, mais oui. Imaginons que ce soit le cas. Cet exercice-là dans ma tête. Imaginons que ce soit le cas, tu te dis bah c'est aussi bien parce que je gagne plus d'argent en n'ayant pas plus de boulot, ou tu te dis no way, moi ce que je veux c'est avoir plein de bestioles parce que je suis content de les voir le matin. Non. Si je gagne plus ou autant avec 2 fois moins de vaches, il n'y a pas de souci, je le ferai. D'accord. Voilà. Parce que c'est un des sujets qu'on a eu quand on a réfléchi à la question de l'élevage au Chiffre Project. Et moi, à titre personnel, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Oui. Quand on voit dans la consultation qu'on a fait là, auprès des agriculteurs qu'en gros, il y a la seule mesure sur laquelle il y a vraiment débat, on voit, il y a plein de mesures sur lesquelles ils se disent, là, nous, c'est juste un problème économique. Si la société nous dit qu'elle veut des pratiques qui sont plus vertueuses sur le plan de l'environnement et qu'on est payé pour ça, dit autrement que ça ne nous met pas dans une équation économiquement impossible, nous, on signe. Oui. On est d'accord. Et il y a juste une mesure sur laquelle, quand la question est posée, les gens disent oui, il y en a un sur 2 qui dit oui, l'autre qui dit non, c'est la réduction du nombre de têtes. Mais alors moi, je me suis toujours posé la question, c'est est-ce que c'est pour une raison sentimentale et culturelle, parce que les gens aiment avoir des gros troupeaux, etc. Ou est-ce que c'est parce qu'ils s'imaginent que s'ils ont moins de bêtes, ils vont vendre le lait au même prix et donc ils vont gagner moins d'argent? Mais moi, du coup, la question que je me pose, c'est s'ils vendent le lait plus cher, parce que la société accepte qu'on paye le lait plus cher globalement, est-ce que ça les défrise ou est-ce qu'ils seront contents parce qu'ils vont gagner la même chose avec moins de bestioles et ça leur fera moins de boulot? Alors, c'est super intéressant et c'est super complexe parce que c'est autant humain que animal. Il y a des éleveurs, comme moi par exemple, je me suis développé parce que j'aime ça aussi me développer. Voilà, parce que je veux grandir, je veux gagner plus d'argent, je veux faire vivre la ferme, je veux sécuriser la ferme. Et donc, voilà, je savais bien que si je développais ma production, je pouvais gagner un peu plus d'argent et je pouvais embaucher aussi. Et voilà, et c'est moi qui aime bien entreprendre, grossir, travailler. Et pourquoi tu grossis pas en te disant je vais mettre un atelier de transformation, vendre du yaourt et du fromage? Parce que j'aime pas ça. T'aimes pas le fromage? Non, j'aime pas vendre directement mon produit. D'accord. C'est pas que j'aime pas. Tu pourrais t'associer avec des gens du coin et qu'ils le vendent pour toi. Enfin, Il y a des éleveurs qui sont faits pour faire de la vente directe, il y en a qui sont pas faits pour faire de la vente directe. D'accord. Voilà. Et si la majorité des éleveurs ne font pas de la vente directe, c'est autant parce qu'ils n'ont pas envie que parce qu'ils n'ont pas le marché derrière. D'accord. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et t'aimes pas ça pourquoi, sans indiscrétion? Parce que c'est un travail de faire de la transformation. D'accord. Donc de transformer. Ah bah ça c'est clair, oui. Mais c'est la valeur ajoutée. Du coup, il y a la valeur ajoutée qui va avec. Eh ben, trouve-moi un éleveur qui gagne mieux ma vie que moi en faisant de la transformation, je suis pas sûr que tu... Ah, je sais pas, mais de temps en temps, enfin je veux dire, ça fait partie des exemples qu'on donne. Je connais des éleveurs qui font de la vente directe. Il y en a qui s'en sortent bien, il y en a qui s'en sortent pas bien du tout. D'accord. Donc si tu veux, la vente directe, c'est pas l'outil pour gagner plus d'argent ou qui va changer la vie. Voilà, clairement. Et le problème, c'est que personne ne pourra faire, tous les élevages ne pourront pas faire de la vente directe. Parce que les gens vont pas se déplacer à la ferme pour venir acheter leurs produits. Et puis ils vont pas aller dans une ferme pour le lait. Il faut s'associer avec des distributeurs, ça on est bien d'accord. Voilà. Donc, voilà, nous on a un magasin de producteurs à côté, c'est très bien, hein, mais tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Donc il y a un marché pour le Babybel et la vache qui rit et le camembert président et choses comme ça, donc avec des élevages comme ça. Et il y a un marché pour la vente directe, le fromage local et choses comme ça. Voilà. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect humain, comme je te disais, dans le sens où moi j'aime bien entreprendre, j'aime bien... Toujours dans le marché pour. Oui. Exercice de pensée toujours. Ouais. Tous les Français disent moi je veux du camembert moulé à la louche au lait cru et je suis prêt à ce que le litre de lait gagne 20 centimes pour faire ça. Ouais. Toi tu te dis moi j'ai pas envie de rentrer dans un système comme ça, ou tu te dis non en fait c'est le consommateur qui décide et s'il se met d'accord avec lui-même et qu'il dit je veux des fermes plus petites avec le lait payé plus cher, toi tu dis moi ça me dérange pas de suivre. Exactement. D'accord. Voilà. Ça me dérange pas de suivre. Alors est-ce que c'est de la transformation Après il y a tout l'aspect... on ne pourra pas faire que la transformation vente directe dans la ferme ou magasin de producteurs ou grande surface. Moi, je sais, c'est évident que chaque élevage ne pourra pas faire son atelier de transformation. C'est une évidence. La question, c'est maintenant, ces ateliers de transformation-là, est-ce que, on a les usines aujourd'hui, genre Belge, genre Lactalis, genre Sodial, on les usine, est-ce qu'on les réduit ces usines-là? Donc est-ce qu'elles se modifient? Est-ce qu'on les diminue, moins d'employés?
ou alors les employés, comme on va dire ici, sont payés plus cher mais font un travail plus entre guillemets qualitatif, sachant que je pars du principe que ce qu'on fait aujourd'hui en France est qualitatif, voilà. Donc ça y a cet aspect-là, aussi agro-industriel, savoir est-ce qu'ils changent, est-ce qu'ils augmentent, est-ce qu'ils diminuent, enfin est-ce qu'ils diminuent plutôt. Je partais dans l'aspect le consommateur. On a un produit aujourd'hui parce que le consommateur l'achète. Voilà. Donc si demain, comme tu dis, il achète, il veut que du camembert produit à la ferme, eh ben, je ferai du camembert produit à la ferme, parce que le consommateur veut ça. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le consommateur, il va plutôt acheter en fonction de son portefeuille que de son choix. On va dire, oui, il veut des petites fermes avec du camembert moulé à la louche, c'est formidable. Mais la réalité, c'est qu'il ne payera jamais, quoi. D'accord. Donc on est plus dans cet aspect-là aujourd'hui. Il ne payera jamais, c'est-à-dire il ne payera jamais. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que tu te dis un modèle comme C'est qui le patron, en fait, ça va rester marginal et de niche? Oui. D'accord. Oui. Ouais. Là, c'est ton... Alors oui, dans le sens où c'est aussi un argument commercial. Voilà. Moi je sais que Bell par exemple, ça fait 5 ans que l'argument commercial, que le producteur qui gagne sa vie, c'est devenu un argument commercial. D'accord. Ce qui n'était pas vrai avant. Avant la laiterie, elle essayait de payer au moins cher le lait. Il y avait des combats, il y avait les manifs, voilà, on bloquait les laiteries, on était dans la rue, on était avec les tracteurs. Alors il y a toujours ça aujourd'hui, hein. Mais je me rappelle, moi, il y a 10-15 ans, on passait une année sur 3 avec des manifs où on était devant la laiterie, à bloquer la laiterie pour avoir un prix du lait plus cher. Sans déconner, ça fait peut-être, je dirais bien 6, 7 ans qu'on n'a pas été devant la laiterie en tracteur. Ça existe plus aujourd'hui, ça. Très peu. Les tracteurs sont trop gros, ils rentrent plus. Peut-être. On va plus dans les centres-villes maintenant que devant les agro-industriels. Ce qui n'était pas vrai il y a une dizaine d'années. Voilà, dès que les tracteurs seront suffisamment gros, vous n'aurez plus dans les centres-villes non plus. Voilà, ouais, les routes sont grosses, donc ça passera. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que ouais, l'argument. Moi, j'ai trouvé ça incroyable que l'argument l'éleveur gagne sa vie soit un argument de vente pour vendre le produit. Alors que nous, ça fait des décennies qu'on se bat là-dessus, quoi. Qu'on disait, mais évidemment qu'il faut qu'on gagne notre vie pour produire derrière et voilà, pour vivre, il faut qu'on gagne notre vie, quoi. Mais que ça soit devenu un argument de vente, alors c'était bien parce qu'on payait notre lait plus cher, du coup. Et CQLP, c'est qui le patron, c'est cette chose-là. Il y a l'aspect, l'éleveur gagne mieux sa vie, et donc voilà, le consommateur l'achète. Voilà. Okay. Alors après, c'est très très bien, hein. Franchement, c'est super. Moi, je connais C'est qui le patron, je connais bien et c'est génial, hein. Comme tu l'auras peut-être compris, là, ce qu'on a fait au Chief Project, en fait, le grand enseignement qu'on en ressort, c'est que la transformation, sa principale limite est économique. Oui. Donc en gros, le sujet, c'est il faut que le consommateur se réconcilie avec l'environnementaliste qui sommeille au fond de chacun d'entre nous. Oui. Et que les gens qui disent j'aime pas les phytos dans la campagne, j'aime pas les machins, j'aime pas les ceci, à un moment, il faut qu'on se si ça coûte plus cher de faire propre, entre guillemets, à un moment, il faut bien que quelqu'un paye. Alors j'ai beaucoup de mal avec, je dis tout de suite, j'ai beaucoup de mal avec faire plus propre. Non, mais c'est entre guillemets, c'est ce que utiliser moins de phyto, c'est quand même quelque part faire plus propre. C'est comme si tu disais, utiliser moins de médicaments, c'est mieux soigner les gens. Oui, enfin, sauf que le phyto, c'est un cide quelque chose. Quand même un truc qui est fait pour zigouiller. Un médicament aussi. Oui, je suis d'accord. Des virus et des bactéries. Mais enfin, en général, on ne fait pas ça en permanence. Non. Mais nous, on le fait pour soigner les plantes, si tu veux. Alors, comme les plantes, les antibiotiques, t'en bouffes pas toute l'année, quoi. Non. Et c'est pareil, une plante, elle a une durée de vie on va dire, une récolte d'1 an, on va dire. Donc, on la soigne une fois. Mais comme c'est tous les ans, on soigne tous les ans. Donc, c'est pour ça que ça revient, entre guillemets, souvent. D'accord. Mais bon, non, mais par ailleurs, enfin, je veux dire, il y a encore une fois le plus propre. Je l'ai mis entre guillemets. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, il y a quand même des faits qui sont documentés. Oui, non, mais et puis voilà, non, mais je comprends. Voilà, et donc le point, c'est que la question, c'est à quel moment est-ce qu'on arrive à réconcilier les envies contraires. Oui. C'est ça notre problème, parce qu'on est tous un tissu de contradiction, hein, toi, moi, tout le monde. Hein. L'humain. Voilà, et donc c'est ça le sujet principal qu'on a, c'est comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les contraires. Et aujourd'hui, enfin moi le sentiment que j'ai, c'est que c'est complexifié par le fait que le débat, il y a des porteurs d'intérêt. Toi, tu as tes propres intérêts, moi comme consommateur, j'ai mes propres intérêts, puis quand je parle avec une autre casquette, du reste, je peux avoir des intérêts différents. Tout à fait. Voilà. Ouais. Les distributeurs ont des intérêts, les transformateurs ont des intérêts, etc. Et la question, c'est qu'on a l'impression que, enfin en tout cas,
avant de me lancer, moi, dans cette aventure avec le Shift Project, là, on a un peu l'impression, quand on est le simple quidam, une espèce de cacophonie vue de l'extérieur, où on n'arrive pas à réconcilier les intérêts ou à trouver une position de compromis dans laquelle on se dit j'ai ça, j'ai telle contrepartie, j'accepte la contrepartie, et on avance comme ça. Voilà, c'était ça le sens de. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, globalement. Mais c'est très humain tout ça. Hein, oui, voilà, bien sûr. C'est très compliqué. Et il y a d'autres aspects dans le Shift Project, c'est la réduction du nombre de bovins. Comment dire, la répartition sur le territoire on a spécifié les régions aujourd'hui. Voilà, nous on est spécifié en lait plutôt dans la région, et il y en a d'autres c'est en porc, il y en a d'autres. Et j'ai vu que vous vouliez répartir un peu plus. Alors, le fondement de cette histoire est le suivant. C'est que ce qu'on croit au Shift Project, c'est qu'à l'avenir, on va devoir fonctionner avec moins d'énergie. Oui. Une des grosses dépendances de l'agriculture à l'énergie aujourd'hui, alors en fait, elle n'est pas traitée dans le rapport agriculture qu'on vient de sortir, mais c'est tout simplement la dépendance à l'aval au transport. Oui. En France, il y a entre un camion sur 3 et un camion sur 4 qui transportent un truc qui se mange. Ouais. Dans un monde avec beaucoup moins de pétrole et avec la possibilité qu'il y ait beaucoup moins de transport à l'aval, il y a un intérêt à essayer de diminuer les flux de transport intermédiaires, donc notamment entre production et transformation, entre transformation et distribution, entre distribution et consommation. Alors même si tout le monde ne va pas faire un magasin à la ferme, parce que je ne vois pas comment 10 millions de Franciliens vont aller bouffer à la ferme, ça me paraît absolument évident. On a quand même, et donc un autre sujet, alors moi que le Shift Project porte pas, mais que moi je porte à titre personnel, c'est que je crois que les grosses villes ne sont pas viables dans un monde sobre en énergie. Donc là on a un vrai sujet d'aménagement du territoire. D'accord. L'Île-de-France a 10 millions d'habitants, ça n'existait pas avant l'énergie abondante, et je ne vois pas comment ça survit à l'énergie pas abondante. D'accord. C'est un sujet en tant que tel. Oui, hein. oui, tout à fait. Parce qu'à l'époque où la France était un pays majoritairement rural, en fait tout le monde était à côté de la bouffe, pas loin. Oui, oui. Et les modèles polyculture élevage permettaient de faire des produits finis à des gens qui par ailleurs faisaient la cuisine, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Une autre de mes préoccupations, parce que je pense que les gens ont... Ah mais c'est une évidence. Un des trucs qu'il faut que les gens apprennent à faire, c'est à refaire la cuisine. La cuisine. On est d'accord. Sinon, on ne peut pas faire la guerre aux produits transformés et aux machins si on ne fait pas la cuisine soi-même. On est d'accord. Même si je ne saurais pas cuisiner en direct cette bestiole. Mais oui, il y a cet aspect-là aussi. Il y a savoir cuisiner et savoir acheter des produits qui sont cuisinables. Oui, on est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Mais donc, donc le sous-jacent à notre réflexion, c'est de se dire un mode dans lequel les zones sont très spécialisées, avec beaucoup d'étapes de transformation entre chaque zone. C'est un modèle qui n'est pas résilient. Dans un monde dans lequel l'approvisionnement énergétique au sens large et les flux de transport au sens large vont être plus contraints. Oui, oui. Donc la question un peu déspécialiser. Maintenant, on ne va pas s'amuser à faire du champagne en région de montagne. On ne va pas s'amuser à faire... voilà. Donc c'est évident qu'il y a des régions qui vont rester spécialisées. Les grandes cultures, c'est quand même plus facile en plaine qu'en montagne. Voilà. Donc, et la base de l'alimentation reste quand même les céréales. Donc il y a quand même des choses qui vont rester, c'est absolument évident. Mais on se dit quand même, c'est un peu dommage de faire chier tous les cochons en Bretagne et de mettre des amendements minéraux dans la Beauce. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça ferait quand même pas sens de plus diversifier les cultures? Et très honnêtement, à titre personnel, j'ai du mal à comprendre quel est l'avantage concurrentiel pour un poulet d'être élevé en Bretagne plutôt qu'ailleurs. Eh ben, est-ce que l'air est meilleur? Parce que l'air est marin. Non, c'est l'agro-industrie. Non, mais on est bien d'accord. Donc en fait, voilà. Donc alors c'est clair que quand on a des effets d'échelle, aujourd'hui, il y a une pertinence économique. Et on en revient à la question de l'argument économique. C'est ça. Si on veut que les choses se fassent différemment, il va falloir encore une fois en assumer le coût. Ça, on est très très confortable avec ça au Shift. Et moi, il y a un truc que je dis souvent, donc je vais encore le répéter. Quand on passe à la caisse du magasin et que 7% va à l'agriculteur, si l'agriculteur gagnait 2 fois plus d'argent pour faire les choses autrement, ça ne nous coûterait pas si cher que ça sur le ticket de caisse. Il y a l'aspect répartition de richesse. Mais il faudrait que les intermédiaires ne prennent pas des marges proportionnelles. C'est tout le sujet. Ah bah, on est bien d'accord. Hein. Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le cas. Bon, voilà, oui, non, mais tout à fait. Voilà. Mais là, tu mets le doigt dans quelque chose de très complexe. Oui, on est bien d'accord, mais il va bien falloir que ça change un jour. Oui, non, mais tout à fait, ouais. Donc c'est compliqué, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'y attaquer, pour ne pas s'y intéresser. Tout à fait. Voilà. Et donc le raisonnement global qu'on tient, c'est on serait quand même plus résilient, dit autrement, on supporterait mieux, parce qu'on n'a pas fini de passer par des chaos, etc. En fait, on en est plutôt au début qu'à la fin. Oui, tout à fait, oui. Et donc dans un système qui va être un peu plus secoué, etc., il faut trouver des points de résilience, il faut trouver des trucs qui sont un peu solides, qui sont un peu robustes, etc. Et ce qu'on se dit, c'est que la robustesse, on en aurait probablement plus avec des productions un peu plus diversifiées et un peu mieux réparties sur le territoire. Encore une fois, tout ça a un coût. Mais c'est une forme de prime d'assurance qu'il faudrait qu'on accepte de payer
pour que demain, on ne se retrouve pas avec d'un seul coup des problèmes qui nous arrivent dessus, alors qu'on ne serait pas organisé pour. Parce que tu es bien placé pour savoir que dans l'agriculture, ça prend 1 à 2 générations de changer significatif. Bah, ça prend 1 à 2 générations. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est long. C'est très long. Donc il faut s'y prendre tôt. Et en fait, la réflexion, je pense qu'en tant qu'agriculteur, c'est celle que je vais avoir. C'est-à-dire qu'on me demande déjà énormément d'efforts. Oui. Et comme tu le dis, ça met... Mais sans être payé en contrepartie. Voilà, exactement. Mais la contrepartie, c'est évidemment d'être payé juste de la valeur de ce que je produis et de gagner bien ma vie, parce qu'il n'y a pas de secret. Dans un monde comme aujourd'hui, revoir tout le système du consommateur, le distributeur, l'agro-industriel, le producteur, je vais pas être défaitiste. Ça va pas se faire en 1 semaine, c'est évident. Mais même en 2 décennies, 3 décennies. Alors, en 2 décennies, une partie va se faire sous la contrainte. En fait, ce que tu vois aujourd'hui, c'est que par exemple pour le cheptel, tu as déjà une décapitalisation. Oui. Mais elle ne se fait pas de façon organisée pour des buts précis, elle se fait juste parce qu'il y a des fermes qui sont pas reprises, la concurrence des importations, et qu'est-ce que je sais. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas du tout mis ça dans un ensemble où on se dit, on sait pourquoi on fait les choses, on a un cahier des charges et on arrive avec un résultat qui nous intéresse. Tu subis aujourd'hui. Oui, la décapitalisation, c'est un truc que l'agriculture subit aujourd'hui en France. Oui. Donc nous, notre position, c'est de dire plutôt que de le subir, autant que ça s'inscrive dans quelque chose qui fait sens globalement. Moi, un truc que j'arrête pas de répéter dans la sphère publique, donc c'est pas du léchage de bottes, enfin surtout qu'elles sont sales. Mais... ça va avoir du goût. Je remarque que tu as pris des bottes plus propres que les miennes, hein. C'est un peu du bizutage. On va avoir du travail. C'est de dire, quand tu regardes le prix réel des aliments, en fait, sur un siècle, il a été divisé par 20 à 30. Ouais. Les gens s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que quand ils passent le magasin, en fait, ils payent pas la bouffe. Ils payent le salaire du caissier ou de la caissière, ils payent le salaire du magasinier ou de la magasinière, ils payent la campagne de pub, ils payent la construction du magasin, ils payent le salaire du transporteur routier, ils payent la construction du camion, ils payent la construction des places de parking, tout ce que je veux, mais pas la bouffe. Bon. Et j'en profite juste en même temps, la ferme qui est ici, là, moi je suis la 5e génération, il y a encore 50 ans, elle faisait vivre 2 familles à temps plein, pour quasiment 2 fois moins de production. Oui. Et aujourd'hui, elle fait vivre une famille, on va dire, une famille et demie, pour 2 fois plus de production. Oui, non, mais je sais très bien. Et en fait, quand tu regardes donc, le prix en fait, donc, si tu dis aujourd'hui le budget alimentaire des ménages, c'est 15% de ce qu'ils gagnent, mais là-dedans, tu as moins de 10% qui va aux agriculteurs, en fait, la bouffe leur coûte vraiment 1,5% de ce qu'ils gagnent. Bon, alors qu'il y a un siècle, c'était un quart de ce que les gens gagnaient, et à ce moment, les gens faisaient la cuisine. Donc, ils achetaient vraiment des poireaux, des patates. Alors, ils n'achetaient pas de blé pour faire la farine, mais... Oui, non, mais je sais ce que tu veux dire. Ils achetaient de la farine, ils avaient la pâte à tarte eux-mêmes, etc. Ouais. Donc, en fait, ce qui allait vraiment à l'agriculteur il y a un siècle, dans ce que les gens dépensaient, c'était probablement pas loin de 20% de ce qu'ils payaient. Aujourd'hui, c'est 1,5%. C'est rien. On mange 3 fois plus de viande. Donc le prix réel de la viande, le prix réel de cette bestiole-là, a été divisé par 50. En gros, les gens ne s'en rendent pas compte. Bon. Donc ça fait très longtemps, avant même que le Shift se penche sur ce sujet de l'agriculture, que moi j'arrêtais pas de répéter, la bouffe va coûter plus cher de toute façon. Il faut se faire à cette idée. J'espère. Oui, mais c'est évident. C'est évident. Et donc la question, c'est jusqu'à quand est-ce que le système actuel dure avant de s'essouffler pour de bon. Comme je pense que ça va finir par un jour, on va se retrouver dans des vraies impasses. Il n'y aura plus de monde. Enfin, tu connais le sujet aussi. La population agricole qui diminue, etc. Ouais. À un moment, et même si R2D2, là, il est très sympa, il va quand même falloir du monde. Donc le message principal, il me semble qu'un des messages importants à faire passer, c'est que les gens comprennent et acceptent que la nourriture va devoir coûter plus cher. Mais on est d'accord. Je parle des produits agricoles eux-mêmes, et on aura des smartphones un peu plus petits, c'est peut-être pas très grave. Je suis d'accord. Voilà. Mais là-dessus, on va être d'accord. La question maintenant, c'est le monde agricole, son évolution. Oui. Parce que c'est très compliqué aussi. Oui, on est d'accord. Son évolution de sa façon de produire. Moi, si je prends le cas ici, je vais décarboner au maximum mes outils de travail. J'électrifie de plus en plus. Tu ne vas pas empêcher tes vaches de ruminer. Hein. Non, mais par exemple, tu vois, aujourd'hui, je donne à manger avec une machine qui consomme du fioul. Oui, mais ça, c'est marginal. Tu sais très bien que, alors là, pour le coup, le poste essentiel ici, c'est le méthane des vaches. Oui, la production de méthane des vaches. Et par ailleurs, juste derrière, les émissions de protoxyde d'azote pour les cultures. Ouais. C'est ça les 2 points. Et après, l'énergie consommée... Alors, l'énergie aussi un poste de coût.
Oui, c'est ça. Plus que véritablement une source d'émissions significative. Oui, tu es sûr que c'est les vaches et les champs. La vache qui rumine, ça coûte rien. Quoi. Et donc du coup, alors parce que j'ai vu que si je leur donne une alimentation qui fait diminuer de 30, de 40%. Ah, tu leur donnes des graines de lin, par exemple? Non. Je leur donne pas de graines de lin parce que... ça donne mauvais goût au lait ou... Non, c'est-à-dire que commercialement, j'y retrouve aucun intérêt. D'accord. Voilà, il n'y a aucun intérêt commercial. Donc ça a de nouveau un problème de pognon. Exactement. D'accord. Par contre, on a essayé avec la laiterie, comment ça s'appelle pas un minéral, mais la poudre qui réduit de la fermentation en fait compte des animaux de 30 à 40%. D'accord. Ça marche, bien. Donc comment tu le sais? Tu les as instrumentés, les vaches? Eh ben non, l'INRAE, ils l'ont fait. D'accord. Ils l'ont fait, l'INRAE et l'Institut de l'élevage, ils l'ont fait. D'accord. Et donc on sait que, voilà, je sais plus le nom, excuse-moi, mais... Tu leur donnes une espèce de malox, quoi? Ouais, une poudre. C'est comme le minéral, c'est une poudre en fait, c'est une poudre que tu leur donnes dans l'alimentation et qui permet de réduire de 30 à 40% les émissions de méthane notamment. Quoi. À production de lait identique? À production de lait identique. D'accord. Voilà. Donc la laiterie, on l'a essayé, enfin pas moi chez moi, mais dans mon OP, dans la mission de producteur, on est 700 à peu près avec la laiterie Bell. Donc Bell, comme ils sont très orientés, on va dire environnement, c'est très vert, c'est le RSE aujourd'hui quoi, enfin hier. Et donc ils ont essayé, ça fonctionne bien. Par contre le coût quoi. D'accord. Le coût, il n'y a pas de valorisation commerciale derrière. Oui, ok. Voilà. Et s'il n'y a pas de valorisation commerciale... Parce que ça coûte très cher, la poudre en question. Ça coûte cher, ouais. Bell nous remettait... tu sais de combien ça augmenterait le prix par litre de lait? Ouais, ils l'ont mis à... Alors si je dis pas de 10, je crois que c'est 10 €, les 1000 litres. Alors, donc ça fait 10 € les 1000 litres... Ça fait 1 centime le litre? Ouais, sur 1,2 million à l'année. D'accord, non mais je veux dire, ça fait 1 centime le litre. Oui, ça fait 1 centime le litre. Dans le prix du Babybel, ça se voit pas? D'après eux aussi. non, mais je dis d'après eux aussi. Ils vont me faire. En fait, je devrais pas dire ça parce que c'est mes clients, mais ils vont quand même pas me faire pleurer avec un centime. Enfin, je veux dire. Ah, mais non, mais alors, Bell, je peux t'assurer qu'il ne faut pas pleurer non plus. Hein. mais je veux dire, même le consommateur final. Non, mais si tu veux, pour eux, quand ils regardent au global leur budget sur toute leur production laitière, ça va leur coûter, on va dire, de 3, 4, 5 millions d'euros à l'année, quoi, tu vois. Pour eux, c'est trop cher, quoi. Voilà. Alors qu'ils ont les moyens, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Oui, non, mais après, et puis, de passer ça toute la question, encore une fois, c'est comment tu passes ça au consommateur. Il y a plein de secteurs économiques dans lesquels tu as exactement le même problème. Je vais te donner un autre secteur qui n'a rien à voir avec le tien. Quand tu fais de la construction, le prix du ciment dans le bâtiment terminé, c'est 1 ou 2% du prix du bâtiment. Ouais. Tu doublerais le prix du ciment parce que tu le décarbones. Par rapport aux variations du prix de l'immobilier, tu ne le vois pas. Quoi, tu vois. Bon. Donc c'est un problème d'arriver à passer dans la chaîne de valeur le surcoût qui est lié au fait de bien faire au début de la chaîne de valeur. Ouais, c'est exactement ça le problème. Oui, c'est comme nous. Quoi. Et vous avez exactement le même problème, c'est exactement pareil. Et quand tu me dis ça va être compliqué, oui ça va être compliqué, mais est-ce qu'on a le choix? Donc à un moment il va bien falloir faire les choses. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après la question c'est est-ce qu'on a que ce choix-là? Alors... non, jamais, puisqu'un choix c'est un choix. Ouais. La question c'est quoi la contrepartie si on fait autrement? Ouais. Et la contrepartie si on fait autrement, mon sentiment c'est qu'on a un système qui est un peu plus stable au début tant que ça passe, et on se met un peu plus à risque pour le futur. Ouais. Donc c'est une question d'arbitrage temporel. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Moi, c'est comme tous les raisonnements de type prime d'assurance. Ils sont tous pareils. Oui. C'est-à-dire qu'à court terme, tu as un peu de gain, parce que tu ne payes pas ta prime, mais et à long terme, tu prends un risque plus important. C'est toujours pareil. Mais j'en reviens du coup à mon système, on va dire, globalement sur la ferme. Moi, ce que je veux, c'est sécuriser mon système, gagner ma vie. Sécuriser mon système, gagner ma vie, faire vivre mes salariés, quoi, tu vois, que j'ai des gens pour travailler avec moi et les faire vivre. Et derrière, l'aspect, c'est plus, on va revenir à l'aspect, c'est un peu brouillon ce que je vais dire, mais l'aspect sécurité alimentaire du pays, voilà. C'est comment j'assure la sécurité alimentaire du pays, ce qui est plus vrai aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on va dépendre de plus en plus de l'étranger pour nous nourrir. L'aspect, on apporte de la nourriture de l'étranger qui ne respecte pas les normes que nous, on a chez nous. Et quand on dit qu'il faut changer les mentalités, quand je vois aujourd'hui l'écart de pensée entre je veux du local, produit ici, mais je bouffe de l'OGM qui vient d'Amérique du Sud parce que c'est moins cher. C'est parce que le supermarché est local. Oui, c'est parce que le supermarché est local. Oui. Non, mais il y a aussi l'aspect où les gens voient de la nourriture dans tous les magasins, des tonnes de nourriture, et les gens s'imaginent que on en aura toujours. Voilà. Les magasins sont pleins de bouffe. C'est qu'à moitié une blague. Le supermarché est local. Oui, non, mais c'est vrai. Et la bouffe sort du supermarché. On est d'accord. Donc et on a l'impression que les consommateurs ont l'impression que la bouffe, il y en a à foison dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins de bouffe, et ils s'imaginent que c'est facile et qu'il y en aura tout le temps. Mais il faut leur faire comprendre que non. C'est très compliqué de produire la nourriture.
Ça a un impact environnemental, évidemment, parce que je suis le premier à le constater. Mais surtout, la sécurité alimentaire d'un pays, ça vaut, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais ça vaut la paix, quoi. Voilà, ça vaut la paix. Et que ça, c'est pas gagné, quoi. Il y a quand même des là-dedans, il y a quand même des marges, mais ça parce qu'on reste un pays exportateur sur un certain nombre de denrées. Oui, non, mais tout à fait. On reste un pays, un producteur agricole important au niveau européen, tout ça, je dis pas, mais même mondial. Mais est-ce qu'on n'a pas trop été? Et après, c'est une question. Ça pose la question aussi, est-ce qu'on mange trop de viande? Alors, ça dépend à qui on pose la question. Si on pose la question aux nutritionnistes, ils disent que globalement, notre côlon se porte mieux si on en mange un peu moins. Ouais. Si on pose la question aux individus, dans un certain nombre de pays dans le monde, ils disent non, nous on aimerait en manger plus. Je ne sais plus où se situent les Français dans cette histoire, parce qu'en fait, il y a un sondage qui vient de sortir que EDF fait tous les ans sur le changement climatique et qui concerne 30 pays différents dans le monde. C'est super intéressant du reste parce qu'on voit tout un tas de trucs, pas liés à l'agriculture, sur le changement climatique, mais il y a quand même une question qui est posée aux 30 pays dans le monde, et alors je ne me souviens plus de la réponse française, alors que pourtant j'ai regardé ça ce matin, qui est: est-ce que vous aimeriez manger plus de viande? Ah oui? Oui, et alors par contre je me rappelle très bien que les Chinois disent oui, enfin il y a un certain nombre de peuples qui disent oui, les Français je ne sais pas où ils se tiennent. Il faut bien voir que la viande, en fait, elle occupe une place très importante dans les traditions culinaires françaises. Oui, bah oui. Voilà. Donc il y a un côté qui est à la fois nutritionnel, il y a un côté qui est gustatif. Moi personnellement, je trouve ça bon. Enfin, voilà. J'adore. Donc me dire, moi je suis pas végétarien, me dire tu mangeras plus de viande parce que c'est bon pour la planète. Bon, s'il faut vraiment le faire, je le ferai, mais il y aura un prix, alors pas monétaire, mais moi j'aime bien. Bon. Oui, et puis je vais être très honnête, je suis même pas sûr que ce soit meilleur pour la planète. Non mais peu importe, je veux dire, exercice de pensée. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Alors en fait, ma théorie, mais je ne sais pas si là c'est juste ma théorie, je pense que les gens qui sont véganes, en fait la cause profonde n'est pas une cause climatique, c'est une cause animale. On est d'accord. Ça les ennuie. On est d'accord. On zigouille des animaux, ce que je peux comprendre et respecter. Oui, moi aussi. Mais c'est pas une affaire climat. Non. Pour une affaire climat, en gros, le discours central, il est plutôt en manger moins que pas en manger. Ouais. Voilà. Et par ailleurs, on sait très bien que les systèmes agronomiques, ils bénéficient quand même des effluents des animaux. Et c'est bien pour ça que dans l'ancien temps, il y avait de la polyculture élevage. Parce qu'on avait le végétal qui nourrissait l'animal et l'animal nourrissait le végétal avec sa merde. Et on bouclait le système. Ouais. Au Shift Project, donc on n'est pas du tout, faut pas manger de viande, c'est pas du tout ça notre ligne. Du reste, dans ce qu'on vient de produire, notre entrée, c'est l'entrée climat et donc à la fois émission du cheptel et type de production parce que pour faire des vaches, il faut avoir du foin. Et si demain, moi j'ai déjà entendu des gens dire au sud de la Loire, on fera plus de lait parce que le climat va plus permettre de faire ça. Ce qui n'est pas faux. Non mais donc il peut y avoir cette contrainte-là aussi. Bon. Et si on fait moins de viande chez nous et qu'on continue à en importer de plus en plus, c'est pas nécessairement une bonne affaire. Donc il peut aussi y avoir un régime alimentaire, et du reste historiquement c'était souvent comme ça, qui s'adapte à ce qu'on est capable de produire sur un territoire. Bon. Je vois. Donc c'est pas une affaire de philosophie sur manger de la viande, c'est mal. Nous de notre côté, hein. Oui, c'est une affaire de quantité. Voilà. D'accord. Et dans les quantités, il peut y avoir une entrée nutritionniste aussi qui disent si vous bouffez une entrecôte bien grasse tous les jours, votre intestin va finir par pas trouver ça drôle. Oui, c'est sûr. Donc c'est aussi une affaire de quantité. Et puis il y a viande et viande toujours sur les questions agricoles, parce qu'entre les monogastriques et les ruminants, c'est pas pareil. C'est difficile de faire brouter des poules et des moutons, et des cochons. Donc il y a aussi une affaire de valorisation, par exemple dans l'agriculture de montagne. Moi je trouve ça super qu'il y ait des vaches. Oui. Bon. On ne va pas en faire des champs de blé. Mais on a aussi spécialisé les régions pour ça. Exactement. Alors voilà. Par contre, les questions qu'on se pose, et celles-là, elles n'ont rien à voir avec le fait qu'on mange trop ou pas assez de viande, c'est est-ce que c'est pertinent d'avoir autant de vaches en Bretagne, même si j'aime bien les Bretons. Est-ce que voilà. Oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça les questions qu'on se pose, et c'est pas des questions qui sont de nature, allez, je vais être un peu exagéré, mais religieuse, où c'est vraiment des questions de comment est-ce qu'on dimensionne le système pour qu'il ait les meilleures caractéristiques possibles pour ce qu'on a envie d'avoir globalement. Mais on en revient toujours à la même chose. Hein. Et alors sur l'alimentation, en plus je pense que l'idée qu'on dise l'ensemble des gens va arrêter de manger de la viande, moi j'y crois pas, enfin en tout cas pas d'horizon de visibilité, voilà.
Et il y a un truc qu'il faut savoir également, c'est que le grand paradoxe dans ce pays, c'est que la viande, c'est plutôt un aliment qui est favorisé par les gens qui ont des revenus modestes, parce que c'est un marqueur comme quoi on est encore capable de se payer ça. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels la consommation croît avec les revenus. La mobilité en avion, la taille du logement, etc. Ouais. La viande, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui ne gagnent pas énormément d'argent ont plutôt tendance à en manger plus que les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Alors peut-être que c'est lié aussi au fait que le végétarisme et le véganisme prennent plus dans les classes supérieures. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est plus vrai aujourd'hui? Si, c'est encore vrai aujourd'hui. Les jeunes générations. Tu crois que c'est un marqueur et les jeunes, par ailleurs, mangent plus de viande que les vieux. Parce que fast-food. Alors, parce que fast-food, etc. Mais donc, tu as deux éléments de segmentation. Tu as les jeunes mangent plus de viande que les vieux, et les gens modestes mangent globalement plus de viande que les... Ce qui est aussi de la viande transformée. Oui. Voilà. Et tous ces éléments qui sont d'ordre culturel, de toute façon, c'est des éléments qui bougent lentement. Donc, on en revient à la question de consommer local, cuisiner. Oui, cuisiner. Alors ça, quand j'étais dans mes jeunes années à la... C'est pas vieux. Dans mes jeunes années de découverte environnementale, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai fait pendant quelques années partie d'un cercle d'experts au sein de la Fondation Nicolas Hulot de l'époque. Et j'avais essayé de les motiver pour qu'ils aient une grande campagne pour apprendre aux gens à aller au marché et à faire la bouffe. D'accord. Et alors en leur disant, il y a une vertu environnementale à faire ça, parce que globalement, chez les producteurs du marché, il y a quand même moins de moyens matériels qui sont mis en œuvre. Déjà, le bâtiment, il n'existe pas parce que les gens sont sous des halles. C'est des gens qui gèrent très bien leur stock, parce que sinon, ils foutent la clé sous la porte, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir 20% d'invendus. C'est des gens qui, t'y vas pour acheter 1 kilo de pommes, et le mec te dit, j'ai pas de pommes, mais j'ai des poires qui sont délicieuses, tu repars avec des poires. Donc achat de saison. Oui, et puis, donc, en fait, les mecs ajustent bien les stocks. Tu vas avec les gosses, tu es sûr de ne pas repartir avec une poupée Barbie et une nouvelle paire de pompes parce qu'ils sont passés devant les rayons. Non, mais, d'accord. Voilà. Et tu apprends à faire la cuisine. Et en fait, quand tu regardes bien, ça te coûte globalement moins cher que d'acheter des plats préparés à qualité identique. C'est-à-dire que ce que tu vas trouver en grande surface, moi j'ai fait le test, alors je ne vais pas donner les marques, mais je me suis amusé comme ça, à aller regarder le prix au kilo. Du jambon sous cellophane. Et ben je me suis rendu compte, je ne m'y attendais pas, je me suis dit ça va être évidemment beaucoup moins cher, des trucs de grande marque qui font des pubs, etc. Pas du tout. Au kilo, c'est plus cher que le bon jambon de mon charcutier. Parce que tu payes l'emballage? Parce que tu payes l'emballage, la logistique, je sais pas quoi, la manutention, enfin qu'est-ce que je sais. Alors que le cochon de mon charcutier, je sais où il a vécu sur paille, dans l'Eure, il porte bien. Bon. Donc enfin voilà, donc je voulais faire, et ça n'a pas du tout pris. Mais ça reste une frustration. Mais c'est la base. Ça reste une frustration, et je pense qu'un type comme Koff, par exemple, à l'époque où il était Jean-Pierre Koff, il avait un militantisme qui était environnementalement utile quand il disait aux gens, faites la bouffe et on peut bien manger avec pas très cher par jour. Mais moi je comprends ce militantisme-là de dire il faut manger local, cuisiner évidemment de saison. Je le comprends très très bien. Mais quand ce militantisme-là, il arrive à dire vous bouffez de la merde si vous achetez en grande surface, les agriculteurs c'est des pollueurs parce qu'ils font de la merde et tout, là par contre ça bloque, tu vois. Oui. Parce que c'est pas vrai. Alors, ce qui vous dessert, à mon avis, dans cette affaire-là, c'est que vous avez du mal à avoir des canaux de débat un peu longs. Ah bah oui. En direct avec le consommateur final. Très compliqué. Très compliqué. Et derrière, il y a les médias sont des réducteurs. Tu vois, là, on va causer 1 heure. Mais on va diffuser 1 heure d'information, donc on peut penser que je suis un abruti ou que je suis quelqu'un de très bien, mais il y aura 1 heure de matière pour en juger. Bon. Quand tu es dans les débats, tu as un article de journal, c'est blanc ou c'est noir, et en fait, ça rend les débats caricaturaux. Et le pire, c'est que moi j'utilise les réseaux sociaux parce que j'aime ça et ça permet de diffuser de l'information, mais le problème, c'est que les réseaux sociaux, ça faut que ce soit très rapide aujourd'hui. C'est ça le problème. Non, je suis pas d'accord avec toi. YouTube. Non, je suis pas d'accord avec toi. T'as maintenant, il y a eu un format long qui s'est popularisé sur les réseaux sociaux. Alors, il n'est peut-être pas accessible à tout le monde, encore que, je ne sais pas. Parce que souvent aussi, tu as des extraits, des shorts qui donnent envie à des gens de regarder
plus oui, long, non, mais t'as raison, etc. c'est vrai. Ouais. Et tu vois, une chaîne comme Thinkerview, là, qui s'est lancée maintenant il y a 10 ou 15 ans, ils ont popularisé le format long, maintenant il y en a plein d'autres. Et Oui, t'as des formats longs. Moi, j'ai un format long, la vidéo la plus vue, elle a fait 4 millions ou 5 millions de vues. Donc, alors bon, évidemment, c'est pas TikTok et Kim Kardashian, mais quand même. Donc, je pense que les réseaux sociaux, ils offrent une voie de contournement pour proposer un contenu qui est plus travaillé, qui vont permettre, et qui est quand même plus accessible que le bouquin, parce que les gens lisent moins. Ah oui, c'est clair. Voilà, ils lisent moins. Donc c'est quelque chose qui change un tout petit peu la donne dans la façon dont on peut installer un débat dans la société. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et moi, je le vois parce que j'ai réussi, grâce aux réseaux sociaux, à prendre la parole dans des grands médias qui m'invitent aujourd'hui pour prendre la parole, des choses comme ça. Donc, c'est super intéressant. Mais il y a quand même cet aspect, mais comme tu l'as dit, de consommation d'informations qui est très compliqué. Parce qu'on a des fois des mal à faire passer des messages qui nous paraissent, nous, logiques, basiques, simples, mais qui sont traités par les médias de manière buzz un peu, tu vois. Et je parle, voilà, évidemment, deux aspects, bien-être animal et phytosanitaire, voilà. Oui, ces deux aspects-là. Moi, je mange de la viande, mais je suis pas pour qu'on maltraite les vaches. Enfin, moi non plus. Bon. Mais c'est des sujets qui sont tellement clivants et la société est tellement clivée aujourd'hui entre le blanc, le noir, le bien ou le mal, que dès que tu vas apporter un peu de nuance et d'expliquer, c'est hyper compliqué, quoi. Oui, bien sûr. C'est très compliqué. Bien sûr, mais c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Je crois il y en a une qui est en chaleur et du coup elles se battent un peu. Ah. Est-ce qu'on se remettrait pas au soleil parce qu'il caille là, hein? Alors on a fait un grand tour déjà de tout ce qu'on avait à parler. Il y a un point où on a très peu abordé, c'est le soja, tout ce qui est protéines pour l'alimentation animale. Aujourd'hui on est quand même de moins en moins, j'ai passé mon côté éleveur, de moins en moins dépendant du Brésil avec ma laiterie. On est obligé d'avoir du non-OGM maintenant. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on va apporter de la bouffe OGM pour nourrir les humains, mais on va l'interdire nous d'en produire chez nous et de le donner à manger aux vaches ou de le donner à manger aux humains. Donc ça c'est encore autre chose, mais on peut en parler aussi. Comment on fait dans un monde sans soja et sans maïs ? Est-ce qu'il y a un monde sans soja et sans maïs pour les vaches? Alors, sans maïs, je ne sais pas parce que je ne suis pas suffisamment féru en agriculture, mais sans soja, il y a eu une époque où le monde était sans soja pour les vaches. Oui, ou c'était une autre source de protéines. Alors, on est bien d'accord. Donc en fait, la question, c'est d'où viennent les protéines que mangent les animaux et les protéagineux. Alors la philosophie qu'on a au Shift Project, c'est que l'idéal, c'est quand même de les produire le plus possible en France. Oui. On retombe, j'imagine, encore une fois sur une question économique. Mais enfin, on peut tout à fait leur donner à manger des tourteaux, de la luzerne. Moi, je fais de la luzerne pour réduire mon achat de protéines, on va dire, à l'extérieur, quoi. Et moi, j'ai compris que c'était essentiellement une question de prix. Bon. C'est beaucoup une question de prix. Et dans l'équilibre d'ensemble qu'on se donne en France, par exemple, on pourrait très bien se dire, une partie des surfaces qui sont aujourd'hui dévolues à des cultures à l'exportation, agronomiquement, hein, on les transforme pour faire les protéines pour nos propres bestiaux. Donc du coup, on importe moins, on exporte moins. C'est une autre équation. C'est une autre équation. Et la question, c'est économiquement, qu'est-ce que ça veut dire et qui paye? On en revient toujours à la même question. Oui, c'est vrai à chaque sujet, on en revient toujours à la question du qui paye, comment, et voilà, et c'est ça qui joue. Exactement. Et donc, à partir du moment où on est, j'ai envie de dire, comme citoyen contre l'importation du soja, notamment s'il a donné lieu à de la déforestation, ce qui est mon cas à titre individu, moi à ce moment je trouve normal de payer pour que les protéines viennent d'ailleurs, donc notamment de France. Ça aura un coût supplémentaire, ça aura un coût supplémentaire, et voilà, et comme je leur dis, on s'achètera moins de smartphones et éventuellement moins de vêtements. Est-ce qu'à la fin, c'est l'équilibre. C'est le budget alimentaire. Est-ce qu'à la fin on sera beaucoup plus malheureux? Je ne suis pas sûr. Voilà. La question du bas prix, ça je vais quand même le dire. Alors ça c'est pas un truc qui est dans le rapport du Shift Project, mais c'est mon opinion personnelle. La question du bas prix pour le consommateur, moi je pense que c'est quand même un peu un cache-sexe. Parce que quand on voit ce que le même consommateur, sauf une petite fraction de la population qui a vraiment du mal, mais c'est une petite fraction de la population, c'est pas le gros de la population, est capable de dépenser par ailleurs en jouets de Noël qui servent qu'une fois, en fringues qui servent qu'une fois, ou quand je vois le prix moyen du smartphone chez les distributeurs, je me dis qu'il y a quand même de la marge. D'accord. Non mais voilà, donc on en revient juste à une question, encore une fois, qui est: c'est quoi notre hiérarchie des priorités, à nous comme Français et comme Françaises, dans quel ordre est-ce qu'on a envie de ranger les trucs? Et si on a envie de ranger les trucs avec très haut dans la liste des priorités, on veut que l'environnement soit préservé quand on fait pousser quelque chose, et on veut qu'il y ait de nouveau des oiseaux dans les champs, et on veut, etc. À ce moment, il faut qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes.
Non, mais d'accord. c'est ça le sujet. Donc sur la question des protéines végétales pour les animaux, la philosophie c'est faudrait arriver à les faire essentiellement chez nous. Voilà. Et on a les moyens de le faire. Agronomiquement. Agronomiquement, on a les moyens de le faire. C'est économiquement qu'il faut que l'équation elle flotte. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est aussi simple que ça, c'est simple que ça. Non, c'est très compliqué. C'est à peu près aussi simple que ça. Ouais. Alors, après, la question dont on n'a pas... Enfin, la question qui peut rester par ailleurs, c'est sur la question de la pâture versus l'ensilage. Ouais. En fait, la question principale, c'est est-ce que c'est une bonne idée ou pas que les vaches se baladent un peu de temps en temps? Parce que l'avantage de la pâture, c'est quand même qu'elles se promènent et qu'elles se dégourdissent un peu les guiboles. Mais alors, paradoxalement, je suis d'accord avec toi, sauf que moi, quand je joue la barrière, les vaches, elles préfèrent être dans le bâtiment, à l'ombre, quand il fait chaud, sur de la paille fraîche, avec l'aérobarque à côté, que d'aller se trimballer dans le champ en plein soleil, quoi. Même s'il y a de l'ombre. Alors, j'ai planté... Elles sont paresseuses comme nous. C'est très paresseux. T'as essayé de leur projeter Netflix ou pas? Non, j'ai pas essayé, mais de la musique, oui. Est-ce que ça marche? Parce que moi, une fois, j'avais été dans une ferme, alors pas en France, en Suisse aussi, où il y avait la radio. Oui. Alors, en l'occurrence, ça, c'était dans une chèvrerie. C'était pas... Ouais. Et le fermier m'avait dit, ça les calme et elles font plus de lait. Alors non, moi, j'ai pas vu de différence de production. Par contre, j'ai des animaux qui sont moins, on va dire, sensibles aux bruits parasites, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, elles sont plus calmes, forcément. Alors, forcément, si elles sont plus calmes, elles mangent un peu plus, elles ruminent un peu plus. Ah, donc elles vont... Mais alors c'est vraiment... Ça se voit pas trop. Ouais, non, c'est compliqué quoi. Voilà. Mais c'était ça. Mais donc pour finir sur les protéines végétales, oui. C'est ça l'idée. L'idée c'est d'avoir un système dans lequel tu n'as pas besoin d'en faire venir d'ailleurs. Et du coup que... Mais ça veut dire oui, comme tu dis, ça veut dire revoir toute la filière. Ça veut dire revoir un certain nombre de choses, oui, voilà. absolument. Mais j'insiste sur le fait que ça c'est peut-être la mauvaise partie de mon discours, j'insiste sur le fait que de toute façon, une partie des changements, on va les faire de gré ou de force. Oui, parce que réchauffement climatique, parce que conséquence du réchauffement, parce que modification de la mondialisation, parce que, etc. Tu vois, dans un monde moins mondialisé où le gaz est moins accessible, tu as moins d'engrais azotés, comment est-ce que l'agriculture s'adapte à un truc comme ça? Avec de l'élevage? Non mais par exemple, mais donc, tu vois, et ces évolutions-là, il y en a une partie qu'on va devoir gérer de toute façon, d'accord? Donc le monde va changer de toute façon, et l'une des préoccupations qu'on a au Shift Project, c'est qu'on avance en remettant pas les plans en question toutes les 4 semaines, et que par ailleurs, on ait une liste une hiérarchisation des priorités qui correspondent à la façon dont les acteurs qui vont devoir faire, parce que c'est pas moi qui vais rentrer dans les champs, moi je suis un intello parisien, et encore un télo, ça dépend des jours. Mais, donc, pour l'instant ça va. Et comment est-ce que les acteurs ils trouvent suffisamment leur compte pour que le système flotte dans la durée? D'accord. C'est ça notre sujet. Je comprends. Mais avec une entrée qui est l'équation énergétique et climatique, on va de toute façon pas y échapper. Donc chercher à y échapper, en fait, c'est se prendre des baffes qu'on ne verra pas venir. Et donc nous, on préfère le cas de figure dans lequel on avance avec des paris gagnables. D'accord. Voilà, c'est ça notre philosophie. Okay. Et donc on est les ennemis de personne. C'est pas notre but. On n'a pas d'intérêt économique à défendre. On s'en fout. Enfin, je veux dire, nous, on défend ni les consommateurs, ni la distribution, ni. Mais c'est pour ça, à la limite, que c'est un peu piquant des fois, quoi. C'est que t'as pas de sujet économique. Enfin, t'as pas de. C'est pas entre guillemets ton business. Tu n'es pas agriculteur et tu fais pas du lait ou de la viande. Non, voilà. Pas du tout. Et on a également une ligne de conduite, c'est qu'on se dit que quand les choses sont comme elles sont, c'est qu'il y a toujours eu une bonne raison de faire comme ça. Et il faut chercher à comprendre pourquoi. Parce que tant qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce que les gens avaient envie de faire comme ça ne sert à rien d'essayer de proposer des solutions, parce que si ça se trouve, on va proposer des choses qui ne peuvent pas prendre place, parce que quelque part, il y a une forme de déni de réalité. On se dit, voilà, donc si tu t'es organisé de la façon dont tu t'es organisé, c'est probablement qu'il y avait des bonnes raisons. Alors, j'introduis ma réflexion pendant la tienne, parce que c'est important aussi. Je travaille comme ça, en fait, je pense que tous les agriculteurs sont comme ça. On trouve un équilibre entre l'aspect économique, gagner notre vie, le confort de travail, le confort des animaux, l'impact sur l'environnement, la lourdeur administrative, voilà, où on a des lois, où on a des contraintes, on a des règles environnementales, sociétales, j'ai pas le droit de semer les couverts, il faut qu'ils soient détruits à telle période, les épandages, j'ai pas le droit de dépendre de telle période à telle période. Et à côté de ça, tu vois, nous c'est vraiment, enfin, si on doit réfléchir comme ça, nous, agriculteurs, agricultrices, on trouve un équilibre entre des
pas des dizaines de paramètres, mais des paramètres super importants qui sont extrêmement compliqués à expliquer et à comprendre du citoyen lambda, en fait. Pas que le citoyen lambda, il est con, hein, mais quand on prend tous les paramètres en jeu, je suis tout à fait d'accord. C'est très complexe. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet agricole, je me suis dit, le climat, c'est compliqué, mais l'agriculture, c'est un cran dessus. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué parce que ça inclut du vivant, du physique, de l'économique, du machin. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Ouais. Et la réglementation agricole, c'est un cauchemar. Enfin, c'est un cauchemar. Enfin, je veux dire... Si, non, mais oui. Non, mais au sens c'est un cauchemar de complexité, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais d'accord. Moi, un jour, j'ai été voir un agronome en lui disant, je voudrais comprendre ce que c'est que la PAC. Il a éclaté de rire. Non, je suis d'accord. Il m'a dit, mon jeune ami, t'as combien d'années devant toi? Et j'ai compris que c'était... Et toujours aujourd'hui, alors que ça fait quand même un moment que je m'y intéresse, j'ai toujours pas tout compris. Non, mais... Et puis, et ça change tous les 50 ans, de toute façon. Donc, alors, c'est bien que ça change, parce qu'il faut que ça change, que ça évolue. Mais moi, j'ai l'impression que... le problème, c'est la politique, en fait. Parce que les politiques doivent se faire élire. Donc, pour se faire élire, il faut qu'ils draguent le citoyen qui va voter pour eux. Et donc, il faut qu'ils aient des idées qui aillent avec le temps de ceux le plus qui vont voter pour eux. Oui, ça, je connais ça par cœur. Oui. Oui. Et donc, du coup, la PAC, comme c'est politique, la PAC, elle est décidée par les politiques à Bruxelles. Eh ben, alors, c'est un peu différent, l'Europe, si je peux me permettre, parce que l'Europe, la démagogie électorale est moins forte à la Commission. Alors aujourd'hui, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une contradiction à la Commission entre deux tendances, une historique et une qui est plus récente, qui est en train de devenir très forte, qui est la tendance libérale. Oui. Donc il faut qu'on soit un marché ouvert, machin, etc. La compétition est bonne pour le consommateur, il faut qu'il y en ait partout et il n'y a que ça qui compte. Ouais. Et une entrée environnementale qui est plus récente, mais qui est en train de devenir très forte aussi. Et les deux commencent à se marcher sur les pieds. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas de figure, et on le voit bien aujourd'hui avec tous les débats qu'il y a sur les accords de libre-échange, etc. Ouais. On voit bien qu'une des raisons pour lesquelles les deux se télescopent, c'est que ça se marche sur les pieds avec la question environnementale et avec la question, quelque part, de la souveraineté. Ces trois trucs sont en train de se marcher sur les pieds. Oui. Sauf qu'à Bruxelles, il y a une différence avec les élus dans un pays donné. C'est quand même les gens ont du temps, alors même s'ils sont avec les lobbyistes, etc., le job d'un policy officer à Bruxelles, c'est d'écouter tout le monde tout le temps. Ouais. Et donc, il y a quand même une voie pour faire passer de l'argumentation. Donc, il faut s'en donner la peine, ça c'est clair que ça demande du temps, ça demande des efforts, etc. Mais il y a quand même une voie pour faire passer des choses qui sont, entre guillemets, un peu rationnelles auprès de ce public-là. C'est ça le problème. Et qui est paradoxalement pas toujours possible en France, où le fonctionnaire, alors là pour le coup, et sauf dans des cas de figure un peu particuliers comme maintenant, totalement aux ordres du politique, et c'est plus difficile, je trouve. Je nuance juste tes propos dans le sens où, à Bruxelles, tu vois, tu as dit le côté très libéral et le côté très environnement, mais moi je l'associerais, ce côté très environnemental, au côté décroissant, qui est très fort pour nous agriculteurs. On a l'impression que quand on parle environnement, on parle décroissance et que on veut revenir à la pelle, à la fourche. Alors, avec les vaches. Sur certains plans, c'est inévitable, au sens où, par exemple, on veut vraiment faire décroître les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, de décroissance, on en a vraiment une. Là, d'accord. Mais je parle plutôt de la décroissance. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais je veux dire, et en fait, c'est un peu ce mélange. C'est-à-dire que, alors, à titre personnel, moi, je ne crois pas à la décroissance comme slogan. Oui, moi non plus. Et j'y crois pas pour une raison qui tient à la nature humaine toute bête. Oui. C'est que quand on t'a dit toute ta vie, ce qui compte, c'est de courir de plus en plus vite, c'est très compliqué de te donner comme objectif de courir de moins en moins vite. Donc ce que tu peux accepter comme objectif, c'est de te dire, on va arrêter de regarder la vitesse à laquelle tu cours et maintenant tu vas t'intéresser au timbre-poste ou à la taille du cul des vaches. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dire quand on a eu un objectif, on va chercher à faire l'exact inverse en termes d'objectif, je pense que c'est juste une équation impossible. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à faire en sorte que ça devienne un sujet de préoccupation secondaire. C'est-à-dire ça croît, ça décroît, mais en fait on a le regard fixé ailleurs, sur autre chose qui là vraiment nous intéresse et qu'on va chercher à faire croître. Notre bonheur, la paix, la préservation de l'environnement, la qualité de la vie, qu'est-ce que je sais, l'entente avec ses voisins, enfin n'importe quoi qu'on va vouloir améliorer. Et en fait, la croissance va aller se loger là-dedans. Personnellement, je pense qu'une forme de décroissance économique, on ne va pas y couper. Mais parce qu'on n'aura pas le choix. Mais ça ne peut pas être un objectif en tant que tel. C'est-à-dire si on dit c'est ça l'objectif en tant que tel, on sera tous morts avant de commencer à arriver à mettre ça en ordre de bataille. Donc ce qu'on peut faire de mieux, c'est de devenir indifférent à la variation d'un indicateur économique. Rationnel.
je ne sais pas si je dois dire rationnel, mais en gros de fixer son regard ailleurs. Ouais. Et encore une fois, j'y crois pas parce que je me dis c'est une mauvaise chose que dans un certain nombre de cas de figure, l'activité décroisse. Ouais. Je ne sais pas si c'est moi personnellement, comme citoyen, qu'on décroisse la production de bagnoles, je ne suis pas sûr que ça va me faire pleurer. Oui, je te veux dire. Mais je pense même que ça serait une bonne idée. Mais la décroissance globale en tant que telle, je pense que affectivement, ouais, on n'arrivera jamais à en faire un projet. On s'arrête là. Si tu veux. Les OGM, j'aurais bien aimé en parler, mais Marc va s'en occuper. Parce qu'on va parler de l'aspect OGM. Oui, c'est plus un sujet de végétaux que d'animaux, ça, non? Ouais, alors c'est la question de moi cultiver du maïs. T'as des vaches OGM, toi? Non, j'ai pas de vaches OGM. Voilà. Mais la question, c'était plus de est-ce que j'aurais plus rentable ou mieux pour l'environnement d'utiliser du maïs OGM pour mes vaches que du maïs que j'ai aujourd'hui, quoi. Mais ça, voilà, ça, c'est Marc qui va en parler sur sa vidéo. Vous pourrez aussi retrouver une vidéo de Marc avec toi, l'aspect plus culture, on va dire. Merci beaucoup. Merci à toi. Le Shift Project, tout ça, c'est en lien sous la vidéo pour retrouver encore plein d'autres informations. On aurait pu continuer des heures, je pense, mais il va falloir qu'on s'arrête. Merci beaucoup. Merci à toi. Je dirais bonne continuation. Il y a du travail encore à faire pas mal. Oui, bien sûr. Et puis, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Et évidemment, likez, partagez. Les commentaires, Jean-Marc va répondre à tous les commentaires un par un. Non, je n'ai pas de compte YouTube et je ne réponds à aucun commentaire sur YouTube parce que je n'ai pas de compte YouTube. Par contre, sur les commentaires, moi j'ai juste un souhait, restez courtois. Oui, non mais ça c'est la base. Voilà. Restez courtois, posez des questions si vous avez des questions intéressantes. Moi je les lirai et j'essaierai d'y répondre si je peux. Et sinon, le lien du Shift Project en dessous. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut!